Le retour sur le plateau d'LCI Direct, on parlait juste avant la pause de ces drones donc, qui survolent, qui font des incursions dans le ciel otanien, drones dont on n'est pas sûr à chaque fois qu'il s'agisse de drones russes. Mais je voudrais que vous écoutiez l'avis de Donald Trump sur le sujet des aéronefs, des incursions donc, dans le ciel de l'OTAN. On entendra ensuite la réponse de l'ambassadeur russe en France. Donald Trump d'abord. Pensez-vous que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes qui survolent leur espace aérien ? Oui. Et si tel était le cas, que ferait la Russie ? Écoutez chez nos confrères de RTL cette semaine. Si on abattait un de vos avions, quelle serait la réaction de la Russie ? Ça serait la guerre. Ça serait la guerre. Ça veut dire quoi, Yves Doutrillo ? Quel est l'objectif des Russes de faire voler des avions ou des drones dans le ciel de l'OTAN ? Pourquoi ces provocations ? Ils nous testent, on a bien compris, mais pour obtenir quoi ? Ils cherchent un peu à nous inquiéter les opinions et amener les opinions peut-être à plaider auprès de leurs États respectifs de cesser d'aider l'Ukraine. Puisque la Russie n'obtient pas satisfaction en Ukraine, elle gagne un village par-ci par-là, mais depuis le temps que dure cette guerre, il n'y a pas beaucoup d'avancées russes, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi ? C'est parce que d'abord les Ukrainiens se battent très activement, mais aussi il y a des flux d'aide, d'assistance civile, militaire, principalement maintenant d'ailleurs des pays européens, plus que des États-Unis. Et évidemment, ça déplaît profondément à Moscou et ils cherchent ainsi, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. C'est pas la guerre, mais c'est la guerre hybride par tous les moyens. Alors, vous savez, ça peut être l'immigration forcée. On a vu ça entre la Biélorussie et la Pologne avant 2022. Je crois qu'on était en 2021. Il y a évidemment toutes les cyberattaques. Il y a la désinformation, comme on le voit actuellement. Peut-être là, il y a des élections demain en Moldavie. Et il y a eu des élections en Roumanie. Partout, il y a des élections, il peut y avoir des ingérences de ce type. Et puis là, alors maintenant, les drones. Alors autant les avions, c'est clair, c'était des avions russes. Oui, ça, oui. ça c'est clair. Ils ont été raccompagnés par des avions de l'OTAN, je crois, avions italiens, je crois, notamment. Donc on voit qu'il y a une coopération internationale entre les pays membres de l'OTAN. Autant les drones, c'est encore plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne connaît pas l'origine. Certaines sources disent que ça vient de Russie. Je crois que les Polonais ont été assez clairs là-dessus. Tout de suite, vous avez le porte-parole du Kremlin qui explique, mais pas du tout, c'est de l'hystérie, hystérie des pays de l'OTAN. Ça n'a rien à voir avec la Russie. Alors, personne ne peut se prononcer. Il paraît qu'en Pologne, il va y avoir une enquête. Alors, j'ai demandé tout à l'heure au général s'il y en avait des résultats de l'enquête. Le général m'a dit non, pas à ce stade. Non. Parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va fuiter. Et alors, on voit au Danemark et en Norvège, on ferme les aéroports. Alors, c'est la question. Donc ça frappe aussi l'opinion, évidemment. Oui. Ça répercute, ça a des répercussions sur l'opinion. Donc, on veut inquiéter. Alors, peut-être que ça peut avoir l'effet exactement inverse au regard de ce qu'on prête à la Russie. La Russie veut inquiéter l'opinion pour que l'opinion demande aux gouvernants d'arrêter d'aider l'Ukraine. Et il peut y avoir une répercussion inverse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça peut enfin inciter les Européens à prendre plus au sérieux collectivement, dans le cas de l'OTAN ou de l'Union européenne, leur propre capacité de défense. Et notre capacité de défense, c'est aussi l'aide à l'Ukraine. Ça, je fais allusion à la fameuse coalition des volontaires, oui, bien sûr, dont on avait parlé il y a 3 semaines. Donc ça démontre que ça force en quelque sorte les gouvernants européens, compte tenu quand même, il faut le dire, de l'incertitude de l'aide américaine avec Donald Trump, ça les force un peu à revoir complètement leur grammaire, comme on dit parfois, sur le plan de la sécurité de l'Europe. Donc ça veut dire aussi des opérations de déstabilisation. Vous citiez l'aéroport de Copenhague, effectivement, le trafic aérien est paralysé pendant plusieurs heures. Ça coûte de l'argent, comme disait le général, et puis il y a une forme de désorganisation. Alors il y a certains pays, on peut se demander si les pays pourraient y décider d'y aller seuls, sans mandat de l'OTAN, c'est-à-dire aller faire décoller un avion et aller abattre un chasseur ou un drone sans le mandat de l'OTAN. Eh bien regardez cet article d'Euractiv qui a épluché la presse polonaise et qui nous dit que la Pologne, en fait, s'apprête à modifier sa loi sur les déploiements militaires à l'étranger pour permettre à ses propres forces armées d'abattre les appareils russes et les drones au-dessus de l'Ukraine sans l'approbation préalable de l'OTAN ou de l'Union. Ça serait politiquement une bonne idée, Marianne ?
Politiquement, c'est à discuter bien sûr, mais pour la Pologne, je pense que ce serait une bonne idée parce qu'ils ont besoin de protéger leurs civils. On l'a vu avec la première attaque des 19 drones que les Polonais n'arrivaient pas à abattre. Il y avait même une maison qui était quand même endommagée. Il y avait un toit complètement frappé. Et s'il y avait autres dégâts, il pouvait y avoir aussi une victime. Donc pour la Pologne, je pense, mais même pour l'Europe, je pense qu'il faut abattre les drones, il faut le faire. Il faut prendre l'exemple de la Turquie, qui est quand même un pays de l'OTAN, mais qui abattent à chaque fois les drones, les avions russes qui ont essayé de le faire il y a un certain temps, et maintenant ils n'osent même pas rentrer dans l'espace aérien au-dessus de la Turquie. Et aujourd'hui, on apprend d'ailleurs aussi, et c'est déjà dans les médias ukrainiens, mais à vérifier, qu'il y avait aussi un drone vu en Finlande, au-dessus de la centrale hydroélectrique Valajaskoski. On va les regarder, on va vérifier. Encore un pays en plus. Cela crée vraiment des menaces. On voit bien que ce sont des provocations de la part de la Russie. La réponse qu'ils ont fait à la télé en disant qu'il y aurait la guerre, on l'a déjà entendu 1000 fois. D'abord, c'était juste si l'Europe et les pays de l'OTAN fournissent les gilets pare-balles en Ukraine. Après, c'était des premiers javelins et autres. Après, c'était des missiles même de courte portée et même juste si jamais l'Ukraine frappe le pont de Kerch, on l'a déjà passé et il n'y avait pas de riposte comme telle vers des pays de l'Europe et l'OTAN. Mais il faut vraiment qu'on prenne la décision et qu'on réponde fermement de la part de l'Europe et de la part de l'OTAN, parce que sinon, on voit bien évidemment non seulement l'aéroport de Copenhague, il y avait l'aéroport de Norvège aussi, Gardermoen, qui était fermé également. Ça bloque les civils déjà pendant des heures. Ça crée de l'angoisse. Et justement, je pense que c'est ciblé plutôt pour que les Européens lâchent un peu l'aide en Ukraine, réduisent peut-être le volume, qu'on essaye de centraliser le financement pour l'armement intérieur. Mais j'espère justement sur l'autre cas, et comme on le voit aussi en Ukraine, en général, après les attaques massives des drones, des nuits en mois de juin, juillet, il y avait des 500 drones sur Kiev, dans la capitale. Cela renforce l'esprit. Donc j'espère que ça va aussi renforcer l'esprit européen pour aider l'Ukraine. Il y a l'une des, pas des solutions, mais en tout cas l'une des parades dont on parlait tout à l'heure, c'est le fameux mur anti-drone. On en parlait juste avant de s'interrompre pour la pub. L'idée a l'air de faire son chemin chez les dirigeants européens. Brandon, concrètement, ça se matérialise comment ce mur anti-drone ? Alors déjà, cette idée de mur anti-drone, c'est une discussion entre 10 pays européens qui ont échangé ce vendredi avec le commissaire européen à la défense. Vous voyez, ce sont bien des pays qui sont géographiquement très proches de la Russie. Ça concerne à la fois les pays baltes jusqu'à la Roumanie. Alors concrètement, on les voit ici. Ça pourrait se situer ici, ce mur anti-drone. Alors, il n'y a pas de mur physique avec une barrière comme on l'entend, comme ça a pu exister à Berlin pendant 28 ans. Ce serait plus un mur électronique, une sorte de ligne Maginot dans le sud, dans cette partie du territoire qui partirait d'assez haut, à vrai dire, au nord, parce que là, on voit la Finlande, mais il y a aussi la Norvège qui a une partie, donc une frontière commune sur plusieurs dizaines de kilomètres avec la Russie. Et puis, on descendrait jusqu'à la Pologne, en passant par la Roumanie, la Bulgarie. On parle quand même, regardez, de 3000 kilomètres de frontières. Alors, l'Europe parce qu'il y a encore beaucoup de flou en ce moment sur la mise en application de ce dispositif de défense, qui pourrait peut-être s'inspirer de l'exemple ukrainien, parce que depuis le début de la guerre, l'Ukraine a mis en avant des dispositifs technologiques très avancés, ces capteurs avec acoustique radar qui permettent notamment de connaître la direction du drone, de savoir s'il y a un danger important avant l'entrée dans un espace aérien, et puis notamment pour savoir si le signal doit être brouillé ou non, bloqué. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les drones n'ont pas la même intensité sonore. Certains ont des bruits plus importants, le Shahed par exemple, qui est une sorte de bruit très important. Et justement, l'intérêt de ces dispositifs, c'est de donner un signal, savoir si ensuite, sur le terrain, on abat ou pas ces drones. Alors, il faut savoir quand même qu'on parle d'une étendue très importante, 3000 km. Ça pose la question, Bénédicte, de savoir combien coûterait ce mur anti-drone. Il y a déjà plusieurs pays qui ont avancé, notamment dans l'investissement. Ça concerne les pays, notamment en première ligne
Lituanie face à la menace russe, les pays baltes. Regardez l'exemple de l'Estonie, c'est 12 millions d'euros donc investis pour 3 ans. Il y a aussi l'exemple de la Lettonie, 10 millions d'euros investis dans la recherche et le développement anti-drone. Et puis, il y a l'exemple de l'autre pays balte avec la Lituanie, 11 millions d'euros investis dans l'achat de drones. Merci beaucoup Brandon pour ces précisions. Alors le problème général, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'on n'a pas un consensus de tous les pays du flanc Est. Parce que justement la Hongrie, elle ne prend pas part du tout à ces discussions-là. La Hongrie dont on se demande quand même quel jeu elle joue, parce qu'on a eu un soupçon d'incursion de drones hongrois dans le ciel ukrainien dans la semaine. On sait que Viktor Orban est plutôt pro-russe. Et là, ça voudrait dire que ce fameux mur anti-drone serait en fait un mur à trous, finalement. De toute façon, il sera à trous. Oui. Il sera à trous parce qu'il y a une telle surface à protéger que de toute façon, ça ne se fera pas d'ici demain matin. Il faudra, à mon avis, plusieurs années. Ensuite, on ne parle qu'une ligne de front. Je pense qu'il faut sanctuariser l'ensemble du continent européen, parce que ce que l'on voit aujourd'hui au Danemark, apparemment, ça n'a pas traversé l'Europe. Donc, on parle de bateaux. Donc ça veut dire que le nord de la Baltique, ce qui n'est pas en contact avec la Russie, il faudra aussi le protéger. Donc on est à largement plus de 3000 km. Bon, ça c'est le premier point. Ça voudrait dire faire une sorte de dôme de fer géant au-dessus de tout le continent. Et là on revient à la notion de défense européenne, mais j'ai du mal à m'imaginer quand même. Néanmoins, déjà il y a une responsabilité de chaque État à assurer sa propre protection, sa propre défense aérienne en quelque sorte. Donc déjà c'est une responsabilité nationale avant d'être internationale à ce niveau-là. Après il y aura une coordination, mais déjà au niveau national, se protéger. Maintenant, pour revenir à la question de la Hongrie, alors effectivement, le président Zelensky a accusé la Hongrie d'avoir envoyé des drones en Ukraine. Je vois pas trop l'intérêt de la Hongrie, mais enfin, peu importe. Ça me semble un peu curieux. Que la Hongrie joue son jeu, oui, très bien, mais c'est 8 millions d'habitants. C'est quoi au sein de l'Europe? D'accord, c'est un facteur de désharmonie au sein des décisions européennes, oui, mais on trouve toujours une solution, puisqu'à la fin, il y a quand même des budgets qui sont accordés à la Hongrie dans la mesure où elle accepte. Oui, on a des leviers de pression. Des leviers de pression. Voilà, donc qu'elle soit partie prenante ou pas, la Hongrie, à mon avis, ça n'a aucune importance. La question, elle n'est pas là. La question est déjà que chaque État prenne effectivement ses responsabilités dans ce domaine-là, qu'on pense ensuite à la coordination et ne pas se faire d'illusions. Alors j'entends le mot Maginot. Alors l'île Maginot, d'abord, n'a jamais été prise par les Allemands, mais elle a été contournée. Alors si la ligne de drone est aussi contournée, on sera un peu marron. Donc en fait, on est vraiment dans une image, une stratégie générale à mettre en place qui va effectivement mériter beaucoup d'efforts. La première brique, je me répète, ça sera nationale parce que c'est la solution la plus simple. Ensuite, avec multinationale, il faudra voir comment. Et puis, il y a la question du financement derrière. Et puis, pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, et je partage ce point de vue, en fait, les drones que l'on voit un petit peu partout aujourd'hui en Europe, c'est aussi un moyen de détourner l'aide financière et militaire des Européens qui auraient pu s'adresser à l'Ukraine. Puisque, de toute façon, si on veut se protéger, nos aéroports, nos centrales nucléaires, nos sites énergétiques autres, nos industries. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il faut qu'on garde nos chasseurs, qu'il faut qu'on garde... On va garder notre matériel et on ne va pas le mettre en Ukraine. Donc moi, je verrais d'ailleurs l'objectif final, hormis le fait de rendre la population anxieuse, oui. Il y a cet objectif, je dirais, psychologique, mais il y a aussi l'aspect financier et appui militaire. L'argent qu'on mettra à protéger nos aéroports, avec les matériels qu'on mettra ou les équipements militaires, n'iront pas en Ukraine. Alors, je vois bien le deuxième intérêt. Sauf que la question que vous souleviez tous les deux tout à l'heure, Marianne et Monsieur l'ambassadeur, c'est est-ce que ça ne peut pas avoir un effet inverse que ce qui est recherché par Vladimir Poutine? Donald Trump, il a dit, il a publié un message sur son réseau social cette semaine, c'était au moment de la conférence à l'ONU. Il dit, alors on vous l'a raccourci un peu parce que le message est très long, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en mesure de se battre et de regagner son territoire dans sa forme originelle. Peut-être même aller plus loin. Et il poursuit ensuite en disant, avec du temps, de la patience et un soutien financier, le rétablissement des frontières d'origine, celles qui existaient avant le début de cette guerre, est tout à fait envisageable. Pourquoi pas? Donc là, on est devant un Donald Trump qui est, alors à l'heure où l'on parle, on n'est jamais à l'abri d'un énième revirement, mais qui est particulièrement agacé par Vladimir Poutine et qui n'a pas du tout pour le moment l'intention de lâcher totalement Volodymyr Zelensky, même si, attention, il n'y a pas de transfert direct entre les États-Unis et l'Ukraine. Oui, et justement, il a
récemment parlé avec Volodymyr Zelensky, qui a dit que c'était l'une des conversations les plus productives. En Ukraine, on reste quand même assez attentif et assez méfiant pour le moment, vu qu'il y a de belles paroles, mais pour le moment, il n'y a pas de vraies actions. Ouais. On ne sait pas encore si les missiles à longue portée, par exemple, seront vraiment possibles à utiliser par les Ukrainiens, mais déjà, on voit quand même un changement dans l'opinion de l'administration américaine concernant Vladimir Poutine. Je pense qu'on devient de plus en plus conscient, vu justement ces menaces en Europe, ces menaces vers les pays qui soutiennent l'Ukraine. Mais je voudrais aussi ajouter le fait pourquoi l'Europe et les pays de l'OTAN pourraient quand même au contraire renforcer cette aide à l'Ukraine. L'Ukraine reste actuellement l'armée ukrainienne la plus expérimentée concernant la possibilité même d'abattre ces drones et même pour se défendre. La région de Mykolaiv, vraiment des quartiers civils comme exemple, il y a des filets de mer qui sont maintenant étalés sur plusieurs quartiers comme des filets anti-drones. Ouais. Il y a d'autres possibilités d'abattre les drones non seulement avec des missiles et des systèmes de lutte antiaérienne qui coûtent vraiment très cher parce que justement il y a des drones différents qui coûtent 10 000 euros par exemple et utiliser pour cela un missile qui coûte vraiment très cher, c'est bien sûr très compliqué. Donc c'est l'Ukraine qui pourrait assurer aussi cette formation. Mais ça c'est sûr. Européens et même des transferts de technologie potentiellement. Oui. Ça, il y a déjà des coopérations qui ont commencé à avoir lieu, comme par exemple les coopérations entre l'Ukraine et la Pologne. Et il y avait notamment aussi une annonce au mois de juin par le ministre des Armées. À ce moment-là, c'était le ministre des Armées français qui annonçait qu'il y aura justement Renault qui va produire des drones franco-ukrainiens. Oui, il y a beaucoup effectivement de coopération en ce sens-là. Et d'ailleurs, effectivement, après cette guerre, quand le sujet sera résolu, l'Ukraine pourra être évidemment particulièrement en pointe là-dessus. Juste parce qu'il nous reste quelques minutes et que vous avez évoqué les armes à longue portée. Pourquoi vous disiez ça ? En fait, c'est Volodymyr Zelensky qui donc était très content manifestement de sa discussion avec Donald Trump en disant que ça avait été très productif et qui s'est fendu d'un petit message à ses ennemis sur le thème apprenez à vous protéger parce que honnêtement ça va commencer à taper fort. On va essayer de comprendre de quoi il parle. Écoutez. Les responsables du Kremlin doivent savoir où se trouvent les abris antiaériens. Parce que s'ils ne mettent pas fin à la guerre, ils en auront besoin de toute façon. Alors, on se pose quelques questions. De quoi parle-t-il ? A priori, il évoque, en tout cas on sait qu'il a demandé à Donald Trump des missiles Tomahawk, missiles que Joe Biden lui avait refusés, on s'en souvient très bien, pour ne pas qu'il puisse taper dans la profondeur sur le territoire russe. Alors c'est quoi ces missiles ? On va regarder, parce qu'on vous a préparé, enfin je ne sais pas si on va voir une petite photo. C'est des missiles à longue portée, enfin moyenne portée je crois d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, qui sont très rapides et surtout qui sont peu détectable, d'après ce qu'on comprend, avec pour fonction bien établie de taper sur les systèmes de commandement précisément, les centres radars, les pistes aériennes pour désorganiser complètement l'ennemi. Est-ce qu'il peut être envisageable que Donald Trump donne son go sur ces missiles Tomahawk ou pas ? Alors, c'est intéressant parce que, eu égard à leur intérêt stratégique, précisément, il y a eu tout un débat autour de l'acceptation des États-Unis de délivrer de telles armes, dans la mesure où cette acceptation traduirait un engagement d'une nouvelle nature des États-Unis auprès des Ukrainiens. Rappelez-vous, depuis le début de la guerre, il y avait la question de la co-belligérance qui hantait le débat. Et là, pour le coup, effectivement, ça revient en force. Et ce qui est intéressant, c'est que le changement de tonalité du côté de Donald Trump s'explique non pas du fait du sentiment d'insécurité et de vulnérabilité des Européens qui augmenterait eu égard à ces opérations sur les territoires nationaux européens. Je pense que c'est parce qu'il constate qu'il est d'une certaine manière humilié par son incapacité à obtenir quoi que ce soit de Vladimir Poutine. Là, le temps est implacable pour lui. C'est-à-dire que, déjà, il s'était engagé à obtenir des résultats avec un calendrier, avec des délais. Aucun des délais n'a été respecté et Vladimir Poutine n'a reculé sur aucun point. À un moment donné, il a beau s'inscrire dans un registre relativement irrationnel,
il est obligé de constater qu'il n'a rien obtenu. Et son mode de réaction, alors jusqu'alors ne s'est pas encore traduit en des termes de sanctions directes supplémentaires à l'égard de Moscou, mais risque effectivement de se traduire à travers ce type de prise de décision à la fois stratégique et symbolique. Ça serait un message politique en direction de Poutine qui serait pour le coup tout à fait signifiant. Juste, alors très rapidement, je suis désolée parce que je vois que c'est déjà la fin, mais vous n'y croyez pas, Général Chovancy, tout simplement parce que techniquement, ça vous semble complètement infaisable. On reprend toute la presse spécialisée militaire. Le missile Tomahawk dont on parle est un missile géant de croisière, donc extrêmement efficace, qui n'est mis en œuvre que par des navires de surface ou des sous-marins. On a dit dans le passé qu'il y avait peut-être sur des B-52, mais on n'en parle plus. Et il y a une version terrestre qui est en train d'être développée, mais qui est en état de pré-déploiement dans l'armée américaine depuis 2024. Je doute fort que ces vecteurs terrestres avec missiles Tomahawk transformés de la marine américaine soient vendus aux Ukrainiens aujourd'hui.